Bonsoir auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouruyama Shariki Official en ce lundi du 19 janvier 2026. Au micro, vous êtes avec Senama, bienvenue. Uvira tel que rapporté dans des témoignages. Écoutons des témoignages. Bonjour la famille, nous vivons à Nyamianda. Les Wazalendo font irruption dans notre enclos. Et ce numéro que vous nous avez donné, nous téléphonons mais on ne décroche pas. Nous sommes ici à côté de la paroisse. On est en train de tirer des balles dans notre enclos. Aidez-nous en tout cas. Mais mes frères, ce numéro ne passe pas. Mais nous sommes en souffrance, nous sommes en tout cas en danger, nous sommes en danger. Cherchez comment nous sauver. Non, les bandits ne sont pas encore partis, ils sont toujours là. Aidez-nous, appelez pour nous les gens qui peuvent nous sauver. Aidez-nous, ce numéro que vous nous avez donné ne passe pas. Voilà. On continue avec les témoignages. Bonjour les fils et filles d'Uvira, comment vous allez? Nous aussi, nous sommes bien portants, nous louons Dieu. On vous dit, il y a un adage qui vous dit, le bâton qui frappe le marâtre, ne garde-le pas sous ton lit. Un jour ou l'autre, ça pourra vous frapper aussi. Pourquoi je dis cela? En tout cas, je suis en détresse. Je suis triste de voir nos frères, nos grands frères, nos enfants Wazalendo. En ce mois-ci, les uns meurent de façon innocente, d'autres passent. C'est vrai, c'est une situation de détresse en tout cas. Vous pouvez faire ça si vous n'avez pas de frères. Tu pourras te moquer de ce qui se passe, mais croyez que c'est quelque chose qui vous met la joie. Mais il y a une perte là-bas. Continue. Mais c'est ça vraiment? C'est ça? Non. Non. Non, ça on ne peut pas accepter. Non, ce n'est pas ça. Non, on n'accepte pas ça en tout cas. Ça, c'est un acte
Ça, c'est un acte d'animosité. Sio kitendo kizuri. Non, c'est pas bien. Ndugu zangu, hii sio tendo nzuri. Mes frères, ça, c'est pas un bon acte. On continue. Sababu hao wanaokufa hapo ni Wakongomani. Parce que ces gens-ci qui meurent sont des Congolais. Sio wengine kabila, Non, c'est pas une autre tribu. ni Wakongomani, watoto wa Uvira, Ce sont des Congolais, fils et filles d'Uvira. ndio wanakufa hapo. Ce sont eux qui Wadada meurent. zetu, mama zetu, kaka zangu, Nos mères, nos sœurs, nos frères, wadogo zangu, nos petits frères, ndio wanafishwa hapo. ce Sasa kwa sont eux qui meurent ici. hiyo hali sio nzuri. Non, ça, ce n'est pas bien. Naweza nikazungumza hiyo hali sio nzuri Je peux vous dire que ça, ce n'est pas bien. na ni hali mbaya na yenye masikitiko sana. C'est, en tout cas, ce sont des actes qui causent attristant. C'est attristant, ce n'est pas bien. Kama akija kwako utaweza kuchekelea, lakini siku itakuwa nyuma kwako. Si ces actes ne vous arrivent pas, alors vous serez dans la joie. Ndio amekonzolewa tena, mtu wako unajua huyu ni wa maana. Quand ce sera le tour de tien, alors tu diras, ah, c'est terrible. Utazungumza na utakuwa na masikitiko makubwa. Tu vas t'attrister. Hawa ndugu zao, ceux-ci qui perdent leurs frères, wote kwa jumla saizi wafurahii, wako kwenye machozi. Pour le moment, ils ne sont pas dans la joie, mais plutôt ils pleurent. Wako kwenye vilio. C'est le deuil chez eux. Si tu te seras moqué d'eux, c'est que tu es moins intelligent. Mais celui qui a un cœur compatissant et qui a l'amour, quand il aura vu ses frères qui ont été fusillés pêle-mêle, sans distinction, que tu sois général ou quoi, notre est mort. Vous voyez des vidéos qui montrent ça? Ça se voit. C'est un acte d'animosité. Non, ce n'est pas un acte que nous pouvons acclamer. Pour cela, alors, les gens doivent se corriger. S'ils sont conscients qu'ils ont du sang, qu'ils se corrigent. Et je parle de Wazalendo et des FARDC. Voilà, on peut continuer. On peut se poser une question. Est-ce que les Babembe sont des Congolais? Est-ce vrai que les Babembe sont des Congolais? Ah, je sais bien que tu me diras, oui, ce sont des Congolais. Et moi aussi, j'ai dit, c'est vrai, ce sont des Congolais. Pourquoi dit-on qu'ils sont des Congolais? Parce que selon la constitution congolaise, les Babembe sont des Congolais. Je dis que sont des Congolais parce que selon la constitution congolaise, selon la constitution, toute tribu qui a été au Congo avant 1960, donc avant l'indépendance congolaise,
sont des Congolais selon la Constitution. Est-ce que bamushi ni bakongomani? Est-ce que les Bashi sont des Congolais? Bien sûr. Bien Constitution sûr. ya Kongo inabareconnaître kwa Oui, sababu la avant Constitution congolaise les reconnaît. independence yo tribu ilikuwa Mkongo. Est-ce que bafulero ni bakongomani? Est-ce que les Bafulero sont des Congolais? Bien sûr. Bien sûr. Inabareconnaître kwa sababu bitu ya vile. Est-ce que Parce que la Constitution reconnaît les Bafulero comme tels. Sont une tribu qui a été au Congo bien avant 1960. Banyamulenge ni bakongomani? Et alors, les Banyamulenge sont-ils des Congolais? Njoko question naanza pale. C'est là où commence la question. Rudie. Est-ce que Banyamulenge balikuwa Mkongo avant 1960? Bien sûr. Est-ce que les Banyamulenge ont été au Congo avant 1960? Bien sûr, Balikuwa Mkongo ils étaient là avant 1960. avant Na Constitution ya 1960. Kongo nasema mwote mwenye alikuwa Mkongo avant 1960, tribu yenye ilikuwa Mkongo avant 1960, ama peuple yenye iko rekoni yenye ilikuwa Mkongo avant 1960 iko na nationalité congolaise. Right? Et la constitution congolaise stipule que toute tribu, toute personne qui était au Congo avant 1960, il est congolais. Donc, les Banyamulenge, que tu les veuilles ou non, ce sont des Congolais. Ah, tu me diras, oh, ils parlent Kinyarwanda. Oui, bien sûr, ils parlent Kinyarwanda. Ce sont des Rwandais qui vivent au Congo. Constitution inaruhusu wote mwenye alikuwa Mkongo, tribu yenye ilikuwa Mkongo avant 1960 ni Mkongomani. Donc la constitution de la République démocratique du Congo accepte que celui qui a été au Congo avant 1960 est congolais. Or, les Banyamulenge ont été en République démocratique du Congo avant 1960. Donc, selon la Constitution, ils sont congolais. Ah, tu diras, les Banyamulenge ne sont pas venus en 1960, ils sont venus en 1994. Je vais vous donner l'exemple de Frédéric Muhoza Gisaro. Il a travaillé avec l'ex-président Mobutu. Il était né au Congo en 1942. Il a travaillé avec Mobutu. Ils étaient au Congo, donc sa famille était au Congo avant 1960. Et lui-même, il est né au Congo en 1942. Ce que je peux dire aux Congolais, c'est d'abandonner, de laisser, de cesser avec le tribalisme ou la discrimination. Celui qui va te diriger, donc ton autorité, ne regarde pas sa face. Il faut regarder ses actes, donc les actes qu'il pose. Il faut voir ce qu'il va faire. Parce que nombreux qui vont te dérouter, ce sont ceux-là de ta tribu. Ceux-là qui te ressemblent. Vous êtes enseigné de la haine qui n'a pas de sens. Et tu verras quelqu'un qui t'inculque la haine, c'est quelqu'un qui se trouve à l'étranger. À l'étranger, il est bien considéré, mais chez toi, il ne t'envoie que la haine. Non, ne jugez pas l'individu par son apparence. Jugez quelqu'un selon des critères qui sont palpables.
Kwa watu utasikia wanakwambia oh, wale ni watu wabaya. Il y en a qui te diront, ah, ce sont de mauvaises gens. Nini walikuwaka wanakiaka wanakuwa wako wapole. Sikia nikwambie. Mtu yote mwenye anakwambia simi walikiaka ni wapole nini na nini. Celui qui te dira, ils sont venus étant humiliés. Donc, ils s'étaient humiliés quand ils sont venus. Donc, ils se simplifiaient. Ni juu ya nini? Ni mjinga mkichwa. Celui qui te dira cela, c'est parce qu'il est moins intelligent. Fundisha kujiprotéger. Na mtu anakuwa anajiprotéger na mtu wowote. Hata mtu Donc il faut apprendre à vous protéger et on se protège contre toute personne. anakufanana anaweza kuwa Qu'il te ressemble ou non, tu dois te protéger. Kwa enemy. Hata mtu anakia ni mpole anaweza kuwa enemy. Kila mtu wakati qu'il vienne étant simplifié, il peut être ton ennemi. Qu'il vienne avec un problème, il peut être ton ennemi. Et quand tu arrives au travail, au service pour la première fois, n'est-ce pas que tu te simplifies? Quand tu arrives à l'école pour la première fois, n'est-ce pas que tu te simplifies? Voilà, c'est ça. Donc, nous terminons avec témoignage. La FCM 23 a sévèrement dénoncé les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo qui ont pillé la ville d'Uvira. L'alliance AFCM 23 qui combat le gouvernement de la République démocratique du Congo a sévèrement mis en garde les forces armées de ce pays ainsi que les groupes Wazalendo qui sont revenus précipitamment dans la ville d'Uvira en leur signifiant que toute nouvelle attaque contre leur position se solderait par une défaite totale. Le 17 janvier 2026, la FCM 23 avait retiré de la ville d'Uvira les combattants qui y étaient restés dans l'attente du déploiement de forces neutres chargées d'assurer la sécurité des civils. Dans la matinée du 18 janvier 2026, des combattants Wazalendo, notamment ceux dirigés par un certain général autoproclamé Ngomanzito, sont apparus dans la ville, annonçant qu'ils allaient poursuivre la guerre afin de chasser la FCM 23 de toutes les zones qu'elle contrôle. Dès le matin, les Wazalendo et certains habitants restés dans la ville se sont introduits dans les maisons et les églises des communautés Banyamulenge, pillant tous les biens s'y trouvant. Certains ont été entendus affirmant qu'ils ne voulaient plus de rwandophones dans cette ville. Dans l'après-midi, des militaires appartenant aux unités spéciales des FARDC ont été vus entrer dans Uvira, certains à pied, d'autres à bord de véhicules de type Jeep. Le gouverneur de la province du Sud Kivu, nommé par le gouvernement Jean-Jacques Purusi, a laissé entendre qu'il pourrait également sortir de son exil au Burundi pour revenir exercer ses fonctions à Uvira. Le secrétaire exécutif de la FCM 23, Benjamin Bonimba, a déclaré qu'après le retour des forces gouvernementales à Uvira, il est très probable qu'elles attaquent les positions de l'Alliance AFCM 23 et qu'elles seraient vaincues. Répondant au porte-parole du gouvernement congolais, il a affirmé, je cite, « Vos forces retournent à Uvira. Ce qui va se passer, c'est qu'elles attaqueront nos positions. Ce qui va également se passer, c'est qu'elles seront vaincues. C'est que le soutien diplomatique que vous recevez jusqu'à présent ne durera pas éternellement. » Fin de citation. Les combattants de la FCM 23 se sont retirés vers des zones plus élevées, notamment autour de Kamanyola. Les États-Unis avaient demandé qu'ils se déplacent à au moins 75 km de la ville d'Uvira.
Les Banyamulenge qui vivaient dans la ville d'Uvira se sont réfugiés à Kamanyola. Les Banyamulenge qui vivaient dans la ville d'Uvira, dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, se sont réfugiés dans le centre de Kamanyola, en territoire de Walungu, après le retrait des combattants de la coalition AFC M23. Le président de la communauté des Banyamulenge vivant à Uvira, Muyoboke Ndatabaye, a déclaré le 18 janvier 2026 sur la chaîne YouTube Gasaro Kaburaga que lui et les siens ont pris cette décision par crainte d'éventuelles exactions de la part des forces gouvernementales congolaises. Ndatabaye a expliqué qu'après l'annonce de la FCM23 de son retrait du centre-ville d'Uvira, les groupes Wazalendo ont commencé à envoyer des messages aux Banyamulenge pour leur signifier qu'ils allaient les tuer, les accusant d'être des Rwandais qui n'auraient pas leur place en République démocratique du Congo. Il a dit, je cite, « À partir de vendredi, il a commencé à y avoir des regroupements. On voyait des gens agités, comme s'ils se préparaient à s'en prendre à la population. Ensuite, hier, nous avons tenu une réunion avec les habitants. C'est moi qui l'ai présidée en tant que président et je leur ai communiqué la décision de la FCM23 de quitter la ville d'Uvira. » Fin de citation. Il dit ensuite, « Après avoir informé la population, ils ont répondu, « Nous ne pouvons pas rester là, nous ne pouvons pas attendre que les Wazalendo viennent nous massacrer. Alors nous avons décidé de fuir. » Fin de citation. Ndatabaye a indiqué qu'à partir de la matinée du 18 janvier 2026, les maisons appartenant aux Banyamulenge ainsi que leurs églises ont été attaquées par les Wazalendo, parmi lesquels figuraient certains de leurs propres voisins qui cachaient des armes. Certaines habitations ont été détruites, d'autres pillées. Il a confirmé que beaucoup avaient déjà pris la fuite. Il déclare, je cite, « Nous sommes maintenant à Kamanyola. Personne n'a traversé la frontière. Nous sommes tous ici dans les écoles. Femmes, enfants, hommes, tout le monde. Ceux qui veulent peuvent venir nous rendre visite. Nous nous sentons relativement en sécurité ici, même si les conditions de vie sont très difficiles. Si les Wazalendo s'installent ici aussi, alors nous continuerons notre fuite jusqu'à sortir du pays. » Fin de citation. Ndatabaye a expliqué que c'est pendant la période où la FCM23 contrôlait la ville que les Banyamulenge avaient retrouvé un certain calme, car auparavant, leur sécurité était constamment menacée par le groupe Wazalendo. Il a affirmé qu'ils ne pourront plus cohabiter avec ces groupes qui sont soutenus, selon lui, par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Walikale, les FARDC ont mené des frappes aériennes contre une position de la FCM23 à Kasopo. La position de la FCM23 située dans le mont Kasopo, à la frontière entre les groupements Kisimba et Ikobo, dans les territoires de Walikale, Nord Kivu, a été visée tôt ce lundi 19 janvier par des frappes aériennes menées par les FARDC. D'après des témoins de Rusamambo, un village situé à environ 4 km du site bombardé, un drone de l'armée congolaise a survolé la zone toute la nuit de dimanche. Aux alentours de 4 heures du matin, les habitants des villages voisins ont été brusquement réveillés par des détonations causées par les bombes larguées sur cette position de la FCM23. Le secteur avait déjà connu des violents combats entre la FCM23 et les milices Wazalendo de la coalition de
Mouvement pour le changement, CMC. Il s'agit de la première fois depuis le début de l'année 2026 qu'une position de l'AFCM 23 à Walikale est ciblée par des frappes aériennes des FARDC. Les médiateurs africains dans la crise en République démocratique du Congo se sont répartis les responsabilités. L'Union africaine UA a réparti des responsabilités entre les médiateurs africains impliqués dans la résolution du conflit à l'est de la République démocratique du Congo. La décision de partager les missions entre les différents médiateurs a été prise lors d'une réunion consacrée à la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Celle-ci s'est tenue à Lomé au Togo du 16 au 17 janvier 2026 en présence de plusieurs partenaires. À la tête de cette médiation se trouve le président du Conseil des ministres du Togo, Foe Sozima Nyansimbe. Il sera assisté par une équipe issue du ministère des Affaires étrangères ainsi que de son propre bureau. Le général à la retraite Olusegun Obasanjo, qui a dirigé le Nigeria de 1976 à 1979, puis de 1999 à 2007, a été chargé de la médiation concernant les questions militaires, le suivi du cessez-le-feu, ainsi que les réformes dans les secteurs de la sécurité. Sahle-Work Zewde, présidente de l'Éthiopie de 2018 à 2024, a reçu la mission de superviser les questions liées aux réfugiés et à l'acheminement de l'aide humanitaire. Le communiqué précise qu'Uhuru Kenyatta, président du Kenya de 2013 à 2022, est chargé du dialogue avec les groupes armés afin de les encourager au désarmement. Dr Mokgweetsi Masisi, président du Botswana de 2018 à 2024, a reçu la mission de suivre les questions liées au renforcement du commerce et de la coopération économique dans le but de réduire les causes profondes des conflits. Catherine Samba-Panza, présidente de la République centrafricaine de 2014 à 2016, est chargée du dialogue avec la société civile et de la réconciliation avec un accent particulier sur le rôle des femmes. Le secrétaire conjoint composé du Togo, de la Commission de l'OUA, de la Communauté d'Afrique de l'Est, de la Communauté de développement de l'Afrique australe et de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs assurera la coordination de l'ensemble des activités. Les partenaires tels que les Nations Unies, l'État du Qatar, l'Union européenne, les États-Unis et le groupe de 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU apporteront un appui à cette médiation. République démocratique du Congo, l'opposant Seth Kikuni quitte le pays pour vivre en exil. L'opposant Seth Kikuni est parvenu à quitter la République démocratique du Congo grâce à une opération menée discrètement et avec courage, selon un communiqué publié le lundi 19 janvier 2026 par le cadre de concertation des forces politiques et sociales. Il se trouve désormais en sécurité à l'abri de toute menace contre son intégrité physique ou morale. Cette plateforme dont il fait partie affirme que l'ex-candidat à la présidentielle de 2023 faisait face à une nouvelle procédure arbitraire et politiquement motivée, déclenchée par une lettre du 15 décembre 2025 émanant de l'auditeur général
près la haute cour militaire adressée au procureur général de la Cour de cassation. Le cadre de la concertation a exprimé sa gratitude envers toutes les personnes et organisations qui ont contribué à cette opération de sauvetage menée dans un climat de fortes menaces et de violations graves des libertés fondamentales. Il annonce que Seth Kikuni s'exprimera prochainement pour expliquer en détail les conditions de son départ du pays. Libéré de la prison de Makara le 1er mars 2025, après 6 mois de détention, Kikuni avait été condamné en septembre 2024 à 1 an d'emprisonnement pour incitation à la désobéissance civile et propagation de rumeurs. De retour à Kinshasa le 18 octobre 2025, après avoir pris part au conclave de l'opposition organisé par Joseph Kabila à Nairobi, il avait de nouveau été arrêté à l'aéroport de Njili par des agents se présentant comme membres de l'ANR. Son passeport, saisi par la Direction générale des migrations, ne lui a jamais été rendu. Le mensonge aggravé de Ndayishimiye qui a mis dans le même sac Red Tabara, la FCM 23 et l'armée rwandaise. Le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a de nouveau présenté le Rwanda comme un problème pour la sécurité de la région, affirmant qu'il est impossible de distinguer son armée des groupes Red Tabara et AFC M23 tout en ignorant sa propre collaboration avec les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et le groupe terroriste FDLR composé de personnes ayant participé au génocide contre les Tutsis auquel une place a été accordée en République démocratique du Congo. Il est revenu sur ces accusations au cours d'une interview accordée à la journaliste Haryana Veras Victoria, connue pour être l'une des porte-voix du régime de la République démocratique du Congo et de ses alliés. Cette journaliste posait ses questions en anglais tandis que Ndayishimiye en français. L'entretien complet diffusé sur la RTNC dure 47 minutes, mais la plus grande partie est consacrée à attaquer le Rwanda. En évoquant les problèmes d'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, Ndayishimiye a accusé le Rwanda d'être la source des difficultés de la région, le présentant comme un pays qui ne soutient pas la paix. Ndayishimiye a commencé par se féliciter de la signature d'un accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sous l'égide des États-Unis d'Amérique, mais il s'est contredit en affirmant que cet accord n'avait donné aucun résultat. Il a dit, je cite, « J'ai pensé que puisque la communauté internationale s'en occupait, qu'un pays puissant comme les États-Unis d'Amérique avait appuyé ces accords, ils seraient appliqués cette fois-ci. Mais j'ai ensuite constaté que c'était des mensonges, car dès leur signature, la guerre a recommencé. Cela m'a choqué, mais je pense que pour résoudre un problème, il faut mettre sur la table sa véritable cause. » Fin de citation. À un autre moment, le chef de l'État a qualifié ces accords d'hypocrites, affirmant que le Rwanda les avait signés tout en poursuivant les hostilités. Il s'est ensuite repris en disant qu'il s'attendait à ce qu'ils soient respectés puisqu'ils avaient été soutenus par des puissances dont les États-Unis d'Amérique. Les combats évoqués par Ndayishimiye sont ceux survenus dans différentes zones de la plaine de la Ruzizi qui ont conduit à la prise de la ville d'Uvira par l'AFC M23.
Cette avancée visait à protéger la population victime d'exactions, des persécutions et des massacres perpétrés depuis longtemps par les FARDC, les forces burundaises, les Wazalendo et les FDLR. En appelant à traiter les causes profondes du conflit, Ndayishimiye n'a pas évoqué les raisons qui expliquent la lutte de l'AFC M23. Il a plutôt cherché à faire croire que le problème venait du Rwanda, accusé de refuser la paix et qu'il fallait d'abord le convaincre d'arrêter les hostilités. Il a déclaré, je cite, « Ce que je vois, c'est que le manque de volonté du Rwanda, car j'ai rencontré l'AFC M23 à cette reprise. Ils m'ont assuré vouloir la paix, vouloir poursuivre des négociations, mais j'ai vu qu'il y avait quelqu'un derrière le roi qui continue de soutenir l'AFC M23. Si le roi ne l'accepte pas, l'AFC M23 ne respectera rien. » Fin de citation. Il ajoute, « Je pense que c'est le moment de faire comprendre clairement cela au Rwanda. Si le Rwanda accepte, je sais que la paix reviendra en République démocratique du Congo. » Fin de citation. Il a affirmé que tant que la cause de la guerre n'est pas identifiée, il est difficile de trouver une solution, estimant qu'ils savent que le Rwanda est l'agresseur, même si celui-ci le nie. Il a suggéré que la seule issue serait que la communauté internationale intervienne pour forcer le Rwanda à accepter la paix, voire en déployant les forces de maintien de la paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Au niveau régional, il a affirmé que des efforts avaient été faits au sein de la communauté d'Afrique de l'Est, mais qu'ils avaient échoué faute de volonté politique dans certains pays. Il parlait de troupes de l'EAC envoyées en République démocratique du Congo sans le Rwanda, rejetées par Kinshasa. Ces troupes avaient réussi à calmer les conflits entre les FARDC et l'AFC M23 et envisageaient même un retrait progressif, mais elles furent finalement entravées par le gouvernement congolais qui voulait qu'elles combattent ces mouvements en violation des accords qui avaient justifié leur déploiement. Après leur expulsion, seules les troupes burundaises sont restées aux côtés des forces de la SADC, des mercenaires, des Wazalendo et des FDLR pour combattre l'AFC M23, mais elles ont été vaincues et la coalition a perdu Goma en janvier 2025. Il a fortement diffamé l'armée rwandaise. Ndayishimiye, qui affirme régulièrement que le Rwanda envisage d'attaquer le Burundi, a répété cette accusation, soutenant que l'armée rwandaise forme le groupe Red Tabara et collabore avec l'AFC M23. Il a affirmé, je cite, « Quand on dit que l'AFC M23 combat aux côtés de Red Tabara est l'arme du Rwanda, tout comme l'AFC M23 est l'arme du Rwanda. Le Rwanda forme des criminels burundais pour qu'un jour ils attaquent le Burundi. Le Rwanda les envoie donc pour s'entraîner et combattre. » Fin de citation. Il ajoute, ils combattent aux côtés de l'AFC M23. Il est impossible de distinguer l'AFC M23 du Red Tabara et l'armée rwandaise. C'est impossible car ce sont les mêmes. Fin de citation. Ces propos assimilant l'armée rwandaise à Red Tabara relèvent de la diffamation car ce groupe a souvent affirmé qu'il se battait pour instaurer une paix durable au Burundi et résoudre la crise des réfugiés burundais, contrairement à ce que prétend Ndayishimiye, qui cherche à attribuer ces problèmes internes au Rwanda. De même, le M23, devenu AFC M23,
affirme se battre pour les droits des Congolais d'expression rwandaise du groupe Tutsi régulièrement massacrés en raison de leur identité. Assimiler une armée nationale à ces groupes est inacceptable de la part d'un chef d'État qui partage une frontière avec le Rwanda et affirme comprendre les problèmes sécuritaires de la région. Ndayishimiye a poursuivi en affirmant que le Rwanda avait tenté à plusieurs reprises d'attaquer le Burundi, mais avait échoué, assurant qu'il disposait de preuves et que son pays resterait vigilant. Dans cette interview, il a également assumé son alliance avec Tshisekedi dans la persécution et les massacres des Tutsis congolais, affirmant que les deux pays partageaient une histoire commune et que les crises de l'un affecteraient l'autre. Pourquoi de nombreux militaires et jeunes fuient-ils massivement le Burundi? Le Burundi, l'un des pays les plus pauvres du monde, a atteint un niveau d'effondrement inquiétant. Bien qu'en juin 2020, lors de l'arrivée au pouvoir du président Évariste Ndayishimiye, certains espéraient une amélioration économique. Sa gouvernance a en réalité plongé les citoyens dans une pauvreté extrême comparable à celle des périodes où la sécurité était totalement dégradée. Le principal problème repose sur les accords conclus entre le Burundi et le président Félix Tshisekedi pour envoyer des soldats burundais combattre l'alliance AFC M23. Ces accords ont provoqué de graves difficultés car les soldats burundais meurent dans les forêts de la République démocratique du Congo, tandis que d'autres passent des mois, voire des années sans être payés. Cette situation a démotivé de nombreux militaires. Certains ont déserté et se sont réfugiés dans des pays comme la Zambie, le Mozambique, ou d'autres États d'Asie. Pour tenter d'endiguer cette vague de désertion, le gouvernement a instauré un contrôle sévère et a même arrêté certains agents de l'immigration accusés d'avoir facilité l'obtention des passeports pour les militaires en fuite. La jeunesse, elle aussi, quitte massivement le pays parce que les emplois sont presque exclusivement réservés aux membres du parti au pouvoir CNDD-FDD. De nombreux étudiants ont abandonné leurs études, estimant que leur diplôme ne leur offrirait aucune opportunité s'ils ne sont pas proches du régime. Au début de l'année 2025, des statistiques montrent que dans certaines régions du pays, les taux d'abandon scolaire atteignaient 70%. Dans l'ancienne province de Kayanza, plus de 4500 élèves ont quitté l'école en seulement 3 mois au cours de l'année scolaire 2024-2025. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR indique que le nombre de réfugiés burundais vivant au Rwanda a augmenté de 1721 entre 2024 et 2025. Au 31 décembre 2025, le Rwanda accueillait 52 961 réfugiés burundais, soit 38,5% de tous les Burundais réfugiés dans le pays. Aujourd'hui, de nombreux jeunes Burundais exercent des petits commerces dans les rues de Kigali, Kampala et Nairobi pour envoyer de l'argent à leurs familles restées au Burundi. Souvent, les revenus qu'ils en tirent dépassent les salaires des fonctionnaires burundais. Un jeune Burundais travaillant dans la rue à Nairobi explique que son activité lui permet d'envoyer environ 3000 shillings kenyans par mois à sa famille restée au pays. Ce montant équivaut à plus de 150 000 francs burundais. Bien que modeste, beaucoup reconnaissent que cet argent permet à leurs proches
d'acheter l'essentiel pour survivre. Alors que le pays perd ses soldats et sa jeunesse poussée au désespoir, le président Ndayishimiye continue d'affirmer publiquement qu'aucun pays au monde n'est aussi béni ou aussi prospère que le Burundi. Ces déclarations montrent un pouvoir de connecter des souffrances de la population et laissent présager un avenir très incertain pour le pays. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de radio-télévision Nouria Mashariki Official, c'est ici que prend fin notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous souhaitons une excellente nuit. Du 19 au 20 janvier 2026, vous étiez au micro de Senham.